C'est parti pour notre émission Confidence Talifi, épisode 5 sur les abus psychiatriques. Donc je vais vous laisser le temps de vous connecter. Je vais épingler également le sujet. Alors, Talifi, émission Confidence, les abus psychiatriques. Hop, attendez. Psychiatrique. Je vais bien le noter. On va recevoir aujourd'hui Marie. Épingler le commentaire. Voilà, Marie qui va venir, attendez, j'arrange mon foulard, témoigner sur les abus psychiatriques. Donc, j'ai pas mal de questions à lui poser. Mais avant ça, je vais me présenter. Donc, salut Sylvie, j'espère que ça va. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi c'est Niara, je suis vidéaste, productrice et journaliste pour le média business Naledisso. Donc c'est un média qui a pour objectif de mettre en lumière les entrepreneurs et porteurs de projets à travers diverses émissions et coaching, puisque oui, l'objectif est d'aider, motiver et soutenir les entrepreneurs durant toute leur aventure entrepreneuriale tout simplement. Et comme je l'ai dit précédemment, on se retrouve pour le 5e épisode de notre émission Confidence Live Talifi. Et on va traiter les abus psychiatriques. Donc Marie, si tu es là, je te vois. Je te laisse faire une demande. Et on va pouvoir commencer et échanger sur ce sujet. Voilà, j'en profite pour m'arranger un petit peu. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des abus psychiatriques? De toute façon, ne vous inquiétez pas. À tout savoir. Grâce à Marie. Alors, attendez, on va arranger un petit peu la lumière. Voilà. Alors, Marie, j'ai accepté. Coucou. Attends, je regarde. Coucou, Ça va? ça va et toi? Oui, ça va, merci. Ben, écoute, bienvenue à toi dans l'analyse. Merci d'avoir accepté l'invitation à notre émission Confidence Talifi. En plus, je me suis trompée quand j'ai épinglé le sujet. J'ai mis confiance. Ça doit être le correcteur. Mais c'est pas grave. Comment tu vas? Mais ça va et toi? Moi, ça va, ça va. Tu es prête à témoigner, nous raconter? Un peu plus prête, oui. Oui, oui, oui. Bon, en tout cas, je tenais à te remercier encore une fois. Et ben, pour bien commencer, est-ce que tu peux te présenter, on allait dit, et nous dire qui tu es? Alors donc moi je suis donc Marie Boston, on me connaît sous ce nom-là. Je suis psychanalyste et donc je suis multipotentielle, donc du coup je fais énormément de choses et je suis aussi euh, j'ai énormément de casquettes. Mhm, Euh, je suis maman de 4 enfants également. mhm. J'ai 32 ans, 33 cette année et puis je pense que c'est à peu près tout. Ouais, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Ok, ben, alors le sujet plutôt que l'on va aborder ce soir, c'est les abus psychiatriques. Moi, C'est ça. j'ai jamais entendu parler de ça. Vraiment, pour être très transparente avec toi. Du coup, est-ce que tu peux donner une définition pour les personnes comme moi qui ne savaient pas qui ne savent pas ce qu'est les abus psychiatriques? Alors, les abus psychiatriques, c'est tout simplement quand les droits du patient sont bafoués, que le protocole n'est pas respecté. Euh, Quand une personne elle est internée abusivement, en fait, c'est-à-dire que parfois ça peut être sous contrainte ou par un tiers. Donc, quand une personne de la famille hospitalise quelqu'un, euh, faut savoir que les demandes d'hospitalisation, c'est très, très simple à faire, hein. Il y a juste à appeler l'ambulance, la police ou autre, puis on vous embarque comme ça, hein. D'accord, Il suffit qu'un membre de la famille puisse déclarer que un tel a pété un câble ou autre. Et à partir de là, on vient vous chercher et il y a une surveillance qui se met en place. mhm, Donc, en fait, ça fait partie du protocole, une surveillance de 48 à 72 heures, je crois, à peu près, d'accord, et voilà, on est surveillé pendant tout ce laps de temps. Ça, c'est en théorie. d'accord. De toute façon, tu vas bien nous expliquer et rentrer dans les détails. Et moi, ce que je voulais savoir, c'est que, justement, avant de nous raconter ton histoire, quelle femme étais-tu avant qu'il t'arrive Avant. C'est-à-dire, parce que la psychiatrie, ça fait 10 ans, donc j'étais plutôt jeune, j'avais une vingtaine d'années. comment est-ce que Euh, lorsque tu avais une j- vingtaine?
Bah, j'ai toujours été quelqu'un pleine de vie, ambitieuse, déterminée, voilà, qui aime aller chercher en tout cas tout ce dont elle a besoin. Hein. J'ai toujours été une femme comme ça. Voilà, donc j'ai commencé à travailler très tôt. Je me suis débrouillée et j'ai été indépendante très tôt dans la vie. Donc Mhm. du coup voilà, j'ai toujours été vraiment pleine d'entrain et de vie quoi. Une de vie. Une fille pétillante qui voulait C'est croquer la ça. dent. On va dire ça comme ça. D'accord. Ben, est-ce que du coup, tu peux nous raconter ce qui t'est arrivé? Alors, ce qui s'est passé, bon, alors, c'est une très longue histoire, puisque ça date vraiment il y a plus de 10 ans, ça a commencé à l'âge de 16 ans. Et en fait, quand on est à la recherche de soi, en tout cas, moi, pour ma part, en ce qui me concerne, j'étais à la recherche, en fait, de qui j'étais, de ce que je voulais vraiment dans la vie, de pourquoi, finalement, j'étais sur cette terre, quelle était ma place. Et Mhm. donc là, j'ai cherché d'abord, premièrement, cette place, on va dire, dans le christianisme. Mhm. Voilà, j'ai cherché les réponses dans le christianisme. Et il s'avère que ça a développé en moi une sensibilité très forte. Et, euh, et petit à petit, comment dire, j'ai vraiment appris plus sur moi-même en fait. J'ai Mhm. vraiment appris plus Donc, sur moi-même. grâce à J'ai la pas compris. religion. Grâce à la religion. Voilà, grâce à mon étude biblique et tout ce qui s'ensuit, voilà, ça m'a permis de voir les choses d'une manière vraiment différente euh, sur la vie, sur le monde, sur l'être humain. Ok. Et puis voilà. Après, j'ai développé du coup un comportement euh, qui n'était pas forcément approprié ou habituel plutôt aux yeux de mon entourage, tout simplement. Mhm. Donc, euh, donc à partir de là, effectivement, il y a eu pas mal de péripéties qui m'ont conduit ensuite à l'hôpital. Mais j'étais très jeune, hein, ma première hospitalisation, j'avais 16 ans. Mhm. Donc, euh, donc j'en garde un souvenir assez mystique, on va dire ça comme ça. Donc, j'y suis pas retournée après. J'y suis retournée après la naissance de ma première fille, où là, effectivement, ma sensibilité s'est complètement développée et j'ai pu, comment dire, ma sensibilité vraiment, elle s'est développée. Donc, du coup, tous mes démons du passé sont remontés à la surface et j'ai pas eu d'autre choix que de faire un travail sur moi pour pouvoir éduquer ma fille comme il se doit, en fait. D'accord. Parce que je voulais le bien de ma fille et j'ai pas eu forcément euh, une bonne relation avec ma mère. Donc du coup, toutes les peurs que j'avais, tout ce que j'ai pu subir étant jeune, tout ça s'est remonté à la surface. Les placards se sont ouverts d'un coup et du coup, j'ai commencé ce travail psychanalytique sur moi-même D'accord. d'auto-analyse du coup, d'où ma vocation d'ailleurs aujourd'hui Mhm. et tout ce qui m'a emmené ici finalement. Et la dernière hospitalisation qui date de 2019 était effectivement abusive parce que, comme je l'avais dit sur VRAC, hein, pour les personnes en tout cas qui ont vu mon témoignage sur VRAC, euh, c'était abusif parce que quand on entre une fois à l'hôpital, c'est comme si on a un casier judiciaire, en fait. Voilà, on a un casier judiciaire, c'est exactement la même chose, on est fiché. Donc, une fois que vous y allez une fois, après, tout ce que vous pouvez faire par la suite, c'est un petit peu l'option facile, hein, on vous met à l'hôpital. Voilà. Oui, mais toi, j'aimerais revenir sur ça en fait. La première fois que tu as été internée ou hospitalisée, pardon, c'était Oui, pour c'est pareil. la toute première. C'était pour. Pour quelle raison? Alors, la raison principale, la toute première fois de ce que je me souviens, c'était oh là, mon Dieu, ça date de tellement longtemps. Disons que j'étais plus vraiment moi-même en quelque sorte parce que comme j'étais en train de me découvrir quelque part, euh, comme j'ai dit, j'avais pas un comportement habituel aux yeux de mon entourage. D'accord. Mais jusqu'au point de te faire hospitaliser.
Eh ben, disons que je me laissais vivre d'une certaine manière. Donc, si j'avais envie de chanter, je chantais. Et comme j'adore chanter, puisque je suis aussi artiste, bah, je me laissais aller à chanter et à chanter. Et donc ça, c'est quelque chose qui apparemment leur a mis la puce à l'oreille, comme quoi j'allais pas bien, etc. Euh, j'ai commencé vraiment à développer des sens vraiment spirituellement parlant, si on peut dire ça comme ça. Après, il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas. Mais en attendant, ouais, j'ai développé un septième sens ou en tout cas un nouveau sens et qui a fait que je voyais au-delà vraiment de l'apparence physique et de tout ce qui peut être voilà physique et naturel. D'accord. Et donc ça, pour mon entourage, c'était pas normal, etc. Ok. Et la deuxième fois, enfin les deux fois suivantes, c'était pour quelle raison? Surtout au moment où tu as eu ta fille, en fait. Ah, alors c'était donc les autres fois, donc peu de temps après la naissance de ma fille. Euh, donc elle avait quelques mois, elle avait peut-être 3, 4 mois. Et bah là, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est parce que voilà, j'ai ma sensibilité qui s'est complètement développée, donc j'étais une vraie, véritable éponge. J'étais hypersensible en fait. J'ai une hypersensibilité de base, mais là vraiment, elle était accrue. Et, euh, et donc du coup, bah pour les autres, encore une fois, c'était pas normal. Mais vraiment a pris la décision, vraiment, elle dit, Marie, il faut l'interner, encore une fois. Ah, c'est ma mère la première. D'accord. Voilà. Ma mère m'a fait hospitaliser la première fois et les autres fois après voilà après comme après la naissance de ma fille ça a été donc le conjoint que j'avais à l'époque euh, mais en fait lui il était un peu pris au dépourvu parce qu'il comprenait pas trop ce qui se passait et donc en fait on lui a dit écoutez faut l'interner voilà signer ce papier donc c'est ce qu'on appelle l'hospitalisation sous tiers sous contrainte et sous tiers euh, et donc il l'a signé, mais il savait pas vraiment en fait. Dans quoi est-ce qu'il allait? Voilà, dans quoi est-ce qu'il s'embarquait en signant ce papier quoi. Donc malgré toutes les personnes voilà qui ont pu effectivement me voir dans ces périodes-là, j'avais effectivement cette beaucoup appellent ça un don en fait, le don de voir au-delà en fait de la simple apparence physique. Ouais. D'accord, ok. Et par rapport à la dernière, ça avait duré combien de temps? Enfin, en moyenne, tu étais hospitalisée combien de temps? Franchement, il y a eu beaucoup d'allers-retours la première année de la naissance de ma fille. Il y a eu beaucoup d'allers-retours et et après il y a eu des périodes où je pouvais rester voilà 1 an voilà. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que mon hypersensibilité revenait et que je commençais vraiment à voir finalement ce qu'il y avait dans le cœur et dans l'âme, si on peut dire ça comme ça. Bah ça faisait peur à mon entourage. Moi, c'est le premier truc que ma mère elle m'a dit, c'est une phrase qui résonne encore aujourd'hui, c'est Marie Mozart, tu fais peur aux gens. Voilà, Marie Mozart, tu fais peur aux gens. Voilà, tu es hyper empathique, tu fais peur aux gens. Voilà, et en fait parce que tout ce que je voyais sur les gens, finalement, eh ben, je le disais. Je ne me taisais pas, je disais tout ce que je voyais. Et en fait, les gens, en fait, ils prenaient peur parce qu'ils comprenaient pas. Et comme il y a des choses aussi dans tout ce que je pouvais dire qui étaient inconscientes, donc D'accord. les gens effectivement ne comprenaient pas. Donc, mais de là, enfin, je m'excuse avant si tu prends mal, mais de là au point de dire limite que t'es folle, enfin, je trouve que ouais, c'est abusé, quoi. Enfin, moi, là, Bah, je pense que vraiment, ce qu'on ne connaît pas fait peur. Voilà. L'être humain a peur de ce qu'il ne connaît pas et de ce qu'il ne comprend pas. C'est d'accord. comme ça. Ouais, parce que Donc, enfin, là, de ce que tu me dis, il n'y a rien qui me choque, entre guillemets. Donc, je me dis, mais c'est pas au point de dire que elle, il faut forcément l'interner. Enfin, t'as pas fait de mal à autrui, t'as pas frappé quelqu'un, t'étais pas dans la rue en train de crier et jeter des pierres aux gens. non, pas du tout. Voilà, donc, Pas du tout, pas du tout, mais c'est vraiment dans mon comportement et dans mon attitude, en fait, et dans ce que je pouvais dire qui faisait peur aux gens. Voilà. Donc, c'est comme s'il y a quelqu'un qui vient et qui commence que tu ne connais pas, qui commence à te dire des choses. Et après aussi, ça dépend de comment la personne
si la personne a l'esprit ouvert. Donc, si la personne n'a pas l'esprit ouvert, elle va peut-être pas forcément accueillir ce que tu vas lui dire de la bonne manière ou de la manière adéquate, on va dire ça comme ça. Donc c'est vrai que en tout cas au début, aujourd'hui bien sûr avec l'expérience, j'ai appris à dire les choses et à garder ce que je devais garder, à dire les choses au bon moment. Mais c'est vrai qu'au début, c'était difficile pour moi quand je voyais une personne dans la souffrance, par exemple, et que je savais, j'arrivais à deviner en tout cas de quoi elle souffrait. Et ben, c'était dur pour moi de me taire et de laisser la personne comme ça, par exemple. Quand je voyais des choses, euh, et ben, j'avais du mal à me taire. Et donc ça, c'est quelque chose qui, voilà, selon les dires de ma mère en tout cas et d'autres personnes, euh, qui pouvait faire peur. D'accord. Et quand est-ce qu'en fait tu t'es dit, ouais, là en fait je suis en train de subir de l'abus psychiatrique? Quand est-ce que tu Bah, t'es... en 2019. En 2019, la dernière hospitalisation où j'ai dit non mais là c'est trop, stop. Mhm. On arrête les frais parce qu'en fait je me suis rendu compte que les personnes finalement qui m'hospitalisaient en fait c'était pas moi qui avais besoin d'aller à l'hôpital mais c'était bien eux en fait dans le sens où euh, après il y a toute cette notion de d'effet miroir et là on part dans quelque chose de beaucoup plus psychologique en fait où voilà il y a la projection, il y a l'effet miroir, tout ça. Donc, les gens, en tout cas, qui n'ont pas toutes ces connaissances-là, ça va être peut-être un peu compliqué à comprendre, en tout cas. Mais l'être humain projette, par définition, hein, l'être humain projette sur l'autre ce qu'il voit de lui-même. Ouais. Donc, du coup, tous les problèmes tout ce que je pointais du doigt, finalement, tout ce que les gens gardent dans leur inconscient, et ben à ce moment-là, bah Donc, ça faisait que donc, c'était ça, c'était moi qui m'en prenais plein la face alors que c'était pas moi le problème quoi. c'est ça, c'est tout le temps comme ça. Après, ça, c'est aussi quand il y a un peu trop de tabous, où on a l'habitude de pas parler, de rien dire. Quand il y a une personne bah, qui décide de le faire, soit elle est folle, soit elle est mal polie. Exactement. Donc, C'est exactement ça. voilà. Alors que non, hein, elle a juste constaté des faits et les a dit à haute voix, contrairement aux autres. Mais comment est-ce que tu C'est as fait ça. pour t'en sortir? Tu t'es dit, OK, bon, là, c'est abusé, c'est la fois de trop. Et qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Bah j'ai commencé alors j'ai appelé ce qu'on appelle la CCDH qui est la commission des citoyens des droits de l'homme pour les droits de l'homme et en fait eux c'est un peu les défenseurs des patients abusés comment on appelle ça des personnes abusées des personnes hospitalisées abusivement pardon donc voilà voilà la CCDH ils s'occupent voilà moi je les ai contactés et je leur ai expliqué mon histoire je leur ai parlé etc et puis là ils m'ont envoyé donc des documents à remplir pour pouvoir justement assurer ma défense devant le juge des libertés, puisqu'il y a maintenant un juge des libertés qui dit si oui ou non le protocole a été respecté, etc. Mais il faut savoir que quand on arrive là-bas, déjà on nous shoot aux médicaments, comme j'ai dit dans mon témoignage précédemment, on nous shoot aux médicaments et donc du coup bah forcément on n'est plus apte à vraiment parler avec toute sa tête, on va dire ça comme ça. En plus moi, la dernière hospitalisation, j'étais enceinte, donc j'étais déjà fatiguée et donc parce que j'étais en début de grossesse et donc les médicaments en plus qui sont des doses quand même assez fortes qu'on m'a donné, ben Mm. Oui, j'étais voilà quand les médecins passent pour soi-disant un petit peu qu'on puisse leur raconter ce qui s'est passé, etc. Bah c'est impossible en fait, c'est tout simplement impossible puisque on est complètement endormi. Donc on peut pas juger quelqu'un ou ne serait-ce qu'avoir une discussion avec quelqu'un qui dort. Enfin ça n'a aucun sens. oui. Donc c'est véritablement comme ça que ça se passe à l'hôpital en tout cas et en isolement pour le coup puisque la dernière fois voilà en sachant que l'isolement c'est pareil on nous met normalement ça aussi c'est un abus hein, euh, on nous met en isolement que s'il y a danger pour autrui ou pour soi-même et si le patient a été agité or c'était pas du tout le cas. Et donc, toi, on t'a mis en isolement. Ouais directement quand je suis arrivée on m'a directement mis en isolement
Et en fait, le psychiatre qui était là, en fait, il avait déjà toute son idée faite parce qu'il avait eu le rapport du psychiatre principal référent que j'avais de base, qui voulait me faire interner. Et, euh, et donc, du coup, bah, tout ce que je pouvais dire, ça n'avait pas d'importance finalement. Ouais. D'accord. Et comment ça s'est passé bah, avec le procès, etc. Comment Ah, ça il n'y s'est a pas eu de procès encore. Il n'y a pas eu de procès. Moi, si tu veux, j'ai contacté une avocate cette année d'ailleurs. Mais pour l'instant, j'ai tout mis en suspens parce que j'ai décidé vraiment de dire stop parce que ça commençait à jouer sur la garde de mes enfants. Donc on me disait que voilà, j'étais pas une mère apte, une mère rigide, une mère de voilà. Sauf que je suis une mère, je ne suis pas une mère rigide, je suis une mère autoritaire. C'est complètement différent. Et que j'aime mes enfants, je ne les surprotège pas, mais par contre, je suis complètement moi-même dans mon éducation avec eux, et je suis complètement authentique dans mon éducation avec eux. Et euh, et que ce soit devant les gens d'ailleurs ou à la maison, c'est pareil en fait. Hmm. Donc du coup, pour les professionnels de santé ou autres, parfois ça peut paraître excessif, alors que derrière les portes fermées, les gens ne font pas mieux, quoi. Oui, ouais. Ça c'est vrai. Donc, si je comprends bien, en 2019, tu as lancé une procédure. Mais là, parce que, en fait, j'ai du mal à comprendre parce que je me dis, là, t'es pas. Je l'ai pas lancé en 2019 la procédure, parce que je suis sortie déjà de l'hôpital fin décembre 2019. Je suis partie en vacances en 2020 et j'étais encore sous traitement. Je suis restée sous traitement jusqu'à mes 4 mois de grossesse parce que je suis retombée enceinte par la suite. Donc, parce que oui, j'étais enceinte à l'hôpital, mais du coup, on m'a forcée à avorter. Et après cet avortement, je suis tombée enceinte 6 mois après. Donc, du coup, Ils t'ont forcé? ah oui, forcée, c'est-à-dire quand je dis forcée, c'est dans le sens où on m'a poussée à bout pour que je puisse avorter. Comme quoi, on me fera des problèmes. L'assistance sociale a été claire, hein. Je vous ferai des problèmes. En gros, j'ai pas besoin d'un quatrième enfant. Voilà, que ça Oui. servait à rien, etc. Elle m'a accompagnée parce que moi, la première fois pour le premier comprimé, euh, bah, j'ai refusé. J'ai dit non, finalement, je peux pas le prendre. Je veux garder mon enfant. Et puis la deuxième fois, l'assistante sociale, après m'avoir dit toutes ces choses, m'a accompagnée au rendez-vous pour s'assurer que je prenne bien le comprimé, etc. Donc c'était vraiment contre ma volonté. C'est pour ça que je dis forcé. Ah, mais là, attends. En fait, ça me dépasse. Je me dis, mais comment on peut forcer quelqu'un à faire ça? Enfin, c'est pas l'assistance sociale qui va s'en occuper, c'est pas elle-même qui le porte. Donc, en fait, elle a aucun droit. Enfin, je sais pas, c'est Ouais. pas son enfant, quoi. C'est même pas l'enfant de sa sœur ou autre. Non, mais pour eux, en fait, à l'hôpital, c'est plutôt les médecins, les assistantes sociales, c'est genre en gros, vous avez une pathologie, madame, vous êtes malade, donc c'est mieux que vous n'ayez pas d'enfant. Mais t'en avais déjà trois. Ah non, enfin, ils ont rien. 3 qui s'acharnent à me retirer depuis le début, d'ailleurs. Oh, ah ouais. Et là encore, Ouais. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, c'est différent parce que bah, déjà, je suis différente dans le sens où je ne laisse plus faire les choses. mm, J'ai décidé de jouer à leur jeu, mais de manière beaucoup plus intelligente mm. et d'utiliser du coup toutes les armes pour pouvoir me défendre quoi et pour pouvoir justement gagner cette bataille si on peut dire ça comme ça et de les avoir à leur propre jeu surtout. Mm. Ok. Bah, en tout cas, tout ça, ça t'a permis de faire beaucoup de choses et notamment de créer la plateforme Confiance et Estime. Est-ce que tu C'est peux ça. parler? Et après, on va aborder aussi tes autres activités, comme tu fais énormément de choses. Mais Confiance et Estime, vu que c'est lié, Oui. est-ce que du coup, tu peux expliquer ce que Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, donc j'ai créé la société Confiance et Estime, qui est en fait qui mêle le coaching en développement personnel par la psychanalyse, le conseil en images Mhm. et le relooking. Donc en fait, j'ai ma marque de vêtements à côté et du coup, voilà, j'accompagne en fait et j'ai des consultations, voilà, avec des patients et du coup, je pratique le coaching et la psychanalyse par la même occasion et donc j'aide mes patients euh,
à mieux voir en eux et à nettoyer ce qu'il y a derrière la porte, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire D'accord. qu'il y a une grosse boîte où on met tout ce qu'on refoule, tout ce qu'on refuse de voir, tout ce qu'on refuse de s'occuper, si on peut dire ça comme ça. Et puis un jour, quand c'est trop lourd, eh ben, bonjour, j'arrive plus dans ma vie, je me sens pas bien, je sais pas comment y arriver. Est-ce que vous pouvez m'aider? Et donc, je suis là pour ça. D'accord. Et, euh, et parce que tout ça, ça a un gros impact finalement sur l'estime de soi et la confiance en soi. Tous les traumatismes de l'enfance, eh ben, ont un impact sur la vie d'adulte forcément. Et donc moi, en tant que coach en psychanalyse, et ben j'aide les gens à sortir à s'occuper de cette part d'ombre et de tout ce qu'on a refoulé, de tous ces traumatismes Mm, du mm. passé. D'accord. Ouais. Pour les personnes qui sont là, je vous invite à suivre le compte, hein, Confiance et Estime, qui est juste là-haut. Et puis, n'hésitez pas si vous avez besoin de lâcher prise, de faire un coaching. Et c'est possible de toute façon de faire en séparé. Si par exemple, vous voulez juste faire un relooking, il y a... Bien sûr, c'est complètement possible. Ouais. Mm, mm. Après, de toute façon, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire qu'on peut travailler l'extérieur, mais s'il y a rien qui change à l'intérieur, Oui, euh, finalement, ça changera pas grand-chose. Donc, l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir travailler l'intérieur et l'extérieur en même temps. mm, mm, Parce mm. que travailler l'extérieur permet aussi et aide à travailler l'intérieur. Et donc, du coup, les deux sont complémentaires. Ça passe en autre, quoi. Ok, ok. Et du coup, qu'est-ce que tu fais d'autre? Tu es chanteuse également. Voilà, c'est ça. Je suis aussi artiste, donc j'ai plusieurs de mes titres qui sont sur toutes les plateformes de téléchargement, de streaming et téléchargement légal. Euh, j'ai sorti des titres l'année dernière. Euh, J'en ai sorti aussi cette année. Donc voilà, ça c'est vraiment une passion, c'est un exutoire, c'est vraiment quelque chose que je prends plaisir à faire. Hein, domaine artistique, Non. c'est ce qui me permet voilà de m'évader en quelque sorte. Ouais, on peut te retrouver aussi sur YouTube ou pas? Est-ce qu'il y a... Oui, bien sûr. Alors j'ai sorti un clip. Ah, D'autres clips aussi arriver, doivent arriver. Mais pas pour le moment parce que je gère énormément de choses. Là, j'ai lancé une promotion pour la coiffure, par exemple, puisque je suis aussi coiffeuse. Et oui. donc, j'ai lancé une promotion pour les soins, silk press, etc. Donc, je m'occupe beaucoup des cheveux afro. Et c'est marrant, j'ai une cliente qui m'a dit la dernière fois, t'es une hair thérapeute en fait, parce que effectivement, je lis aussi dans le Ah cuir ouais. chevelu, si on peut dire ça comme ça. J'arrive à savoir, voilà, parce que je lis dans le cœur et dans l'âme, du coup, bah, j'arrive à lire partout. Hein. C'est comme ceux qui lisent dans les doigts de la main, dans les lignes de la main, pardon. C'est un peu pareil. Je peux lire dans les cheveux, mais véritablement, je lis dans le cœur. Quand la patiente, quand la cliente, elle arrive, bah, je sais tout de suite pourquoi ses cheveux sont aussi faibles et aussi fins et aussi cassants. En fait, on oublie qu'on aura beau faire tous les soins du monde. En fait, si à l'intérieur de la tête, ça va pas, et bien, ça va se ressentir même sur les cheveux. Pour certaines personnes, en fait, on voit à travers les cheveux, quoi. T'en as, c'est C'est effectivement ça, perdre du poids ou ils vont prendre du poids. Et il y en a d'autres, ben, leurs cheveux ils vont devenir fins ou il va y avoir des trous, de l'alopécie, c'est etc. ça. Mm. Exactement, c'est exactement ça. Donc, j'ai pu faire pas mal de transformations capillaires à pas mal de mes clientes. Qui était très ravie du résultat. Hein. Et c'est vrai que dès qu'elle suivait mes conseils, automatiquement, elle avait vraiment un résultat concret. D'ailleurs, j'ai sorti une vidéo aujourd'hui que j'ai mis tellement de temps à faire. J'ai sorti la vidéo où, avec plusieurs montages de pas mal de mes prestations. Alors, j'ai pas tout mis évidemment parce que sinon, ça aurait été très très long. Mais j'ai mis quelques vidéos avec des évolutions capillaires, etc. Et il y a vraiment des résultats impressionnants avec des coupes de cheveux en 2 3 ans. On a du 10 centimètres, on a vraiment Ouais, une belle, euh, une ouais. belle évolution. Je partagerai tes différents comptes en story, enfin, juste après là, le live. Tu m'as pas tout dit, hein, tu n'as pas tout dit ce que tu faisais. Chanteuse, coach, coiffeuse. Tu as tout Ouais. dit. Enfin, Je t'as suis tout... aussi manager du coup, et donc maman manager puisque mes enfants aussi chantent du coup. Euh,
donc ils ont enregistré leur premier titre l'année dernière. Et donc on a clippé, etc. Donc un titre qui s'appelle d'ailleurs Confiance, la team Confiance et Estime, qui représente un petit peu la société avec les vêtements de la marque et donc du coup voilà ils ont pris plaisir à faire ce tournage, à écrire la musique et tout. C'était un pur moment là. Familial en tout cas ils attendaient ça depuis longtemps et puis moi je leur avais dit mais si vous êtes le temps en studio c'est de l'argent donc si vous n'êtes pas prêts c'est pas la peine donc on s'est préparés, ils se sont préparés et ils ont tout donné en studio. Le jour du clip ils étaient fatigués mais ils ont réussi et ils étaient super fiers du résultat et donc là ils ont envie aussi de clipper d'autres choses etc d'enregistrer d'autres morceaux. Ça va venir, mais voilà. Donc c'est moi aussi qui m'occupe de leur voilà. S'il y a des castings à passer, des choses comme ça, je m'occupe. Je suis vraiment leur manager, donc d'où le terme mom manager. Ouais, non, mais c'est bien, c'est intéressant. Et puis, ça leur permet de faire plein de choses, etc. Donc, non, je trouve ça très, très, très sympa. Quel message souhaiterais-tu faire passer ce soir concernant les abus psychiatriques, etc. Ah. Ça, je souhaite porter. Alors, faut savoir que tout ça, ça a un gros impact, et c'est aussi pour ça que j'ai créé cette société, c'est que ça a aussi un gros impact sur sur la confiance et l'estime de soi. Euh, quand on est pris pour fou, quand on passe par l'hôpital psychiatrique et qu'on nous donne des médicaments, finalement c'est quelque part qu'on ne reconnaît pas à notre juste valeur et qu'on ne nous comprend pas. Parce qu'à l'hôpital psychiatrique, ils posent des diagnostics avant de comprendre la personne. Donc le but pour eux, c'est vraiment de poser un diagnostic. Donc vous allez avoir la catégorie des borderline, schizophrènes, psychotiques et tout ce qui s'ensuit. Et donc et donc il n'y a pas de comment dire, c'est pas il y a une raison et des conséquences en fait à tout ça. Donc qui date, il faut aller vraiment fouiller dans les placards. Voilà. Donc et donc quand on s'occupe pas de ça, forcément la personne elle est pas comprise et quand la personne elle est pas comprise automatiquement elle se renferme sur elle-même, elle ne parle plus. D'ailleurs, j'ai aussi un compte qui s'appelle Psychiatrie, parlons-en, où du coup j'aborde tout ce qui concerne les anxiolytiques, tout ce qui concerne les aspects psychiatriques en fait, et d'où vient la psychiatrie, pourquoi la psychiatrie, etc. Faut savoir que c'est de la vraie torture humaine, la psychiatrie, et clairement ça n'a pas sa place normalement sur cette terre. La psychiatrie. Il peut y avoir des cas, mais en fait, c'est quand le cas vraiment, il est, c'est bon, on l'a perdu. La personne, on l'a perdu. Là, effectivement, il y a lieu d'interner et d'avoir, mais tout est toujours réglé en surface, en fait. Tout est toujours, les médicaments, tout est en surface. Ouais. Voilà. On va jamais voir au fond du fond pour pouvoir délivrer la personne. Donc tout ça, forcément, même quand la personne finit par sortir, faut savoir que bien souvent, on nous dit que c'est à vie, l'hôpital psychiatrique, les médicaments plutôt. Les médicaments, c'est à vie. Voilà. Moi, un jour, quand j'ai demandé à ma psychiatre, mais du coup, je compte, vous allez me donner ça jusqu'à quand? Elle me dit, normalement, c'est pour la vie. Alors, ouais, j'ai été ébahie parce que normalement, c'est pour la vie, mais donc du coup, même si j'évolue, même si, il n'y a pas de possibilité de guérison, c'est ça? Et un jour, quand j'ai abordé la guérison avec elle, c'était en fait, la guérison, ça veut dire retourner à l'état de... Enfin bref, elle n'avait pas vraiment d'argument pour expliquer le fait qu'elle n'avait jamais guéri personne. donc du coup, oui, il y a zéro guérison en psychiatrie. Moi, je ne considère pas être un cas qui a été guéri ou quoi que ce soit, parce que j'ai jamais été malade finalement. Il a fallu que je pose moi-même mon propre diagnostic sur ce que je pouvait être ou ressentir ou autre, et qui a été l'hypersensibilité. Je suis hypersensible, multipotentielle, et donc c'est vrai que quand le potentiel est énorme, beaucoup de personnes ont un énorme potentiel, ont beaucoup de choses qu'ils aiment faire et qu'ils aimeraient faire parfois, mais quand on est dans une société, on nous dit oui, il faut que tu te concentres sur qu'une seule chose, il faut que tu fasses qu'une seule chose, etc.
bah forcément la personne elle se sent un peu perdue, elle sait pas où aller, comment faire, donc elle va prendre un taf un boulot qu'elle n'aime pas, et forcément bah après elle va pas se sentir à l'aise et bien dans sa vie. Elle aura beau avoir un mari, des enfants, tout ce qui s'ensuit, mais elle sera toujours pas heureuse cette personne. Donc parce que en tant qu'être humain, c'est une expérience de vie qu'on est venu vivre et qu'il faut exploiter au maximum. C'est pour ça que j'ai toutes ces casquettes et que je fais autant de choses. Je refuse de m'arrêter qu'à une seule chose. Ma vocation première, c'est effectivement, je l'ai compris il y a peu de temps, la psychanalyse. Mais au-delà de ça, il y a énormément de choses que j'aime faire, que j'ai envie de faire. Et on n'a qu'une vie pour faire tout ce qu'on a envie de faire finalement. Donc, autant Donc, profiter. voilà, c'est ça. Et en fait, finalement, les gens qui atterrissent à l'hôpital psychiatrique, qui sont vus comme des borderline ou autres, c'est bien souvent des gens qui ont une hypersensibilité mal gérée parce que l'environnement, eh ben, forcément, n'était pas favorable à ce que et les personnes aussi dans l'entourage n'ont pas reconnu finalement cette hypersensibilité chez l'enfant. Et donc, du coup, bah, forcément, l'enfant, il grandit avec cet écart, avec le reste du monde, la société, il se sent différent, il se sent voilà incompris et tout ce qui s'ensuit. Et donc ça en fait des névrosés et des psychotiques par la même occasion. Donc donc voilà, mais c'est vraiment la maladie du monde, je dirais, le fait de finalement fermer les yeux sur qui nous sommes et qui sont les autres, véritablement. Parce que ouais, on a un Donc, peu cette impression où il faut que tout le monde fasse la même chose. En fait, il faut être comme tout le monde, sinon c'est pas normal. c'est ça. Ça, c'est la société après, hein. Être comme tout le monde, faire comme tout le monde, sinon dès que tu fais un truc un petit peu à côté, à elle, C'est ça. elle est pas normale ou il est pas normal. Ouais. C'est ça, c'est ça. Dès qu'on est un peu trop nous-mêmes, dès qu'on est un peu trop nous-mêmes, bah, ça plaît pas. Ça plaît pas. Sauf que je pense que le plus gros souci, c'est que quand on est un peu trop nous-mêmes, eh ben, les gens se sentent un peu comme, ils peuvent en tout cas se sentir un peu coupables de et admiratifs par rapport à cette personne, de se dire que oh mais elle arrive à faire toutes ces choses, elle arrive à être comme ça. J'aimerais tellement moi aussi. Et donc, du coup, ça, il peut y avoir différents sentiments vis-à-vis d'une personne qui est complètement elle-même. D'accord. Oh, Ouais. je comprends. Ben, merci beaucoup pour ce message. Le live va toucher à sa fin. Avant de clôturer, j'aimerais que tu me donnes un chiffre entre 1 et 4. Avec mes jeux Pourquoi? à la main. C'est pourquoi? Vas-y, un chiffre entre 1 et 4. Ok, 4. Alors, la question c'est, où te vois-tu dans 5 ans? Mhm. Je me vois loin, je me vois très très loin. Je Loin. me vois très très loin. C'est-à-dire, dans 5 ans, j'espère que j'aurai réalisé et vraiment bâti ce que je suis en train de bâtir aujourd'hui, qui est au début finalement. Donc j'espère que je serai au milieu au moins dans 5 ans, voire plus. Encore plus, ouais. Ok, bon, en tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Merci beaucoup, hein. C'est tout pour moi. Je pense qu'on a fait le tour. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté ce live. Merci d'avoir pris le temps de nous expliquer. De toute façon, je vais tout mettre les comptes, hein. Allez là-dessus parce que tu es vraiment très, très, très inspirante. Et en tout cas, C'est chapeau. gentil, merci. Ça va pas être facile, hein. Le sommeil doit pas faire partie de ton. Je confirme, Mais je bon, confirme. Juste avant le live, je dormais, j'étais fatiguée. J'ai énormément de choses à gérer en plus des enfants, donc ouais. mais bon, comme tu as dit, on ne vit qu'une fois, donc vaut mieux la profiter à fond pour éviter tout regret. Bon, pour le peu de personnes qui restent, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, ben Marie, je vais te laisser. Et encore une fois, merci beaucoup, merci beaucoup. J'espère que Je t'en prie, c'était un ça plaisir. va bien se passer pour toi pour la suite et que tu puisses même atteindre tes objectifs avant 5 ans, hein. Et en tout cas, Moi voilà, aussi, je l'espère. On y croit, il faut y croire. on y croit. Mais de toute façon, on se recontactera pour tout ce qui concerne justement les autres, la partie entrepreneuriale. Avec grand plaisir, nous sommes là pour ça. Enfin, je suis là pour ça. Donc, il n'y a pas de problème. Ben, si vous n'avez pas de questions, voilà, il y a Noéline, pardon, qui nous souhaite une bonne soirée. Ben, sur ce petit mot, sur ces deux mots, pardon, je te souhaite aussi une bonne soirée. Repose-toi bien, profite bien. Et Merci beaucoup. Bah, toi aussi. Et puis, bah, de toute façon, on se recontacte. merci beaucoup. Je te fais plein de bisous.
Merci, merci à vous tous. Merci, je te laisse quitter le live. Ok, ben c'est tout pour ce 5e épisode. S'il y a des personnes, tout comme Marie, qui souhaiteraient partager leur histoire et venir témoigner sur leur expérience de vie personnelle, n'hésitez pas à nous envoyer, enfin à m'envoyer un message en DM ou sinon via notre adresse email, donc contact@naledi-so.com. Merci à tous d'avoir participé. Ce fut un plaisir et vous voyez, on apprend beaucoup, beaucoup de choses parce que moi, les abus psychiatriques, c'est la première fois que j'en entends parler. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. De toute façon, le live sera en replay tout de suite là sur IGTV et les jours suivants sur YouTube, ainsi que tous nos réseaux sociaux. Donc, c'était Niara Naledi. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à la prochaine pour le 6e épisode. Plein de bisous les Naledi.